Quand j'étais petit, je regardais en boucle des vidéos de décollage de fusées. On va pas se mentir, je les regardais surtout parce que je les trouvais trop stylés. Les lancements, c'est des spectacles offerts au grand public. Et aujourd'hui, avec les lancements en direct, en haute définition, voire en 4K, ça l'est encore plus. Quand tu dis aux gens que tu fais des fusées, en général, ils hallucinent. La première chose qu'ils s'imaginent, c'est un vaisseau spatial avec une flamme gigantesque dessous, car c'est ce qu'ils ont vu à la télé et dans les films. Mais déjà à l'époque, dans ces directs, on avait une deuxième chose. Moins spectaculaire peut-être pour les non-initiés, mais beaucoup plus précieuse pour les passionnés, les nombres. Parce que, comme tout passionné dans n'importe quel domaine, tu peux pas t'empêcher de flex sur les chiffres. Et en école, on avait un adage qui collait parfaitement. On va plus vite et plus haut que n'importe qui. Déjà à l'époque, les agences l'avaient compris. Elles réservaient un coin de l'écran pour afficher la vitesse complètement dingue du lanceur et l'altitude que lui seul était capable d'atteindre. Et quand un petit nouveau qui s'appelait SpaceX a voulu faire comprendre qu'il allait rebattre les cartes, eh bien il a ajouté plein d'informations et de qualités sur ses spectacles, à la fois pour le grand public et les passionnés. Bon, parfois ces nombres sont un peu arrangés, voire même préenregistrés. Notamment quand ton pays intègre pas forcément l'échec dans sa politique. Mais dans la majorité des cas, ces données, elles sont bien réelles. Et c'est souvent grâce à elles qu'on peut savoir ce qu'il s'est passé. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, feu. Allumage. Décollage. Tous les paramètres propulsifs sont normaux et la trajectoire est normale. Quand tu lances un truc aussi complexe qu'une fusée, tu dois t'attendre à ce que ça foire. Et comme tu atteins des vitesses complètement indécentes, si ça se passe mal, ce qu'il reste de ton lanceur se transforme en pluie de métal en fusion éparpillée un peu partout sur la planète. Du coup, très vite, on s'est rendu compte d'un truc. Si tu veux savoir ce qu'il s'est passé, le plus simple, c'est d'envoyer les données directement au sol, à la salle de contrôle. Faut que vous compreniez un truc. Une fois que la fusée est partie, la salle de contrôle contrôle plus rien. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est les données qui nous parviennent et le moment où on veut qu'elle explose, ou dans certains cas, qu'elle coupe simplement ses moteurs. Et pour contrôler ces données au sol, on utilise une télémesure. En anglais, télémétrie, à ne pas confondre avec télémétrie en français. Pour vous rajouter un peu de contexte, il y a 4 ans, j'ai lancé une série de vidéos sur les mini-fusées, les fusex et leur électronique embarquée. 3 épisodes en sont sortis, et à la fin du dernier, j'avais dit qu'il y en aurait un 4e sur la télémesure. On en parlera dans la prochaine vidéo. 4 ans. Il m'a fallu 4 ans pour faire une télém potable. Rien que ça devrait vous servir d'avertissement. Mais revenons au sujet. Une télémesure dans une fusée amateur, c'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez très bien vous contenter d'un ordinateur embarqué ou d'une puce flash. L'avantage de la puce, c'est qu'elle est moins sensible aux vibrations et ça vous évite de retrouver votre carte SD cassée en deux après un atterrissage un poil trop enthousiaste. En amateur, nos fusées retombent généralement dans une zone qu'on peut calculer. Parfois en un seul morceau, parfois en plusieurs. Et parfois, la TLM, c'est tout ce qu'il vous restera de votre fusée. Il n'y a aucune garantie de connaître précisément l'endroit où votre fusée a atterri, qu'il y ait un parachute ou non d'ailleurs. Et même si vous savez exactement où elle est, il se peut que vous puissiez tout simplement pas y accéder. Oui, on dit coucou au champ de Minus Space qui est bien tranquille là en plein milieu. Et dans ce cas, les données qui sont dans votre fusée sont perdues à jamais. Ah, au bon goût de désespoir. Sans une TLM fonctionnelle et résiliente, on n'aurait rien tiré du vol de Belissama qui s'est passé en été 2023. Avec ces données, on a pu se présenter au prix Espace et Industrie et on a pu retirer des leçons précieuses du comportement de notre fusée en vol, notamment certains faux capteurs. Bref, je vous laisse aller voir les vidéos. Vous me direz, et en dehors des fusées, la TLM, c'est des ondes radio, donc ça sert pour tout. Et c'est un excellent moyen de récupérer des données à distance. Mais pour rester dans le thème des hobbies, c'est génial pour suivre un ballon météo, retrouver un drone, surveiller un avion radiocommandé, et c'est le même principe qui nous permet de communiquer avec des nanosats, cubesats, rovers, sondes, etc. Bref, la TLM, c'est un super pouvoir. C'est la capacité à transmettre ou à commander sur de très longues distances. Et aujourd'hui, on va apprendre à s'en servir.
Bon, on va pas pouvoir éviter l'inévitable. Il va falloir qu'on parle des télécommunications. Vous le savez déjà, votre téléphone, vos écouteurs, votre box Wi-Fi, tout ça communique à distance grâce à des ondes électromagnétiques. Et la lumière, c'est aussi une onde électromagnétique. C'est d'ailleurs celle que vous connaissez le mieux, car vous la voyez tous les jours. Enfin, pour la plupart d'entre vous. En fonction de sa fréquence, vos yeux l'aperçoivent comme une couleur. Du violet pour les fréquences élevées, au rouge pour les fréquences les plus basses. Et en fonction de son amplitude, vous la voyez plus ou moins lumineuse. Et bien une onde radio, c'est pareil. C'est juste une lumière qu'on ne voit pas. Et quand on utilise une antenne, on utilise en réalité une lampe à onde radio. Une lampe qui peut aussi faire caméra. Oui, parce qu'en plus d'émettre, une antenne peut aussi recevoir. Elle capte cette énergie et la transforme en un signal électrique. Ce signal, on peut le représenter comme une courbe dans le temps, par exemple une sinusoïde. Mais ça pourrait être aussi une onde carrée ou une onde triangulaire. On peut faire varier sa fréquence. Et si on veut analyser cette onde, on peut la représenter sous forme d'un spectre, grâce à la transformée de Fourier. Fourier, ce GOAT, il a démontré que toutes les ondes peuvent être représentées par une somme finie ou infinie de sinusoïdes de fréquences et d'amplitudes différentes, comme la lumière blanche, qui est la somme de toutes les fréquences, donc les couleurs, visibles. Fourier, il a créé la transformée de Fourier pour décomposer les ondes en fonction de leur fréquence et leur amplitude. Si vous affichez ces fréquences en fonction de leur amplitude, vous obtenez un spectre. C'est une visualisation des fréquences contenues dans un signal. Sur un spectre, plus la fréquence est élevée, plus elle est à droite. Et plus son intensité est forte, plus la valeur est haute sur le graphe. Et pour voir ça dans le temps, on utilise un graphe cascade ou waterfall. Le spectre défile de haut en bas et l'intensité, elle, est représentée par une couleur. Ce qui est assez ironique, parce qu'une couleur à la base, c'est justement une fréquence, pas une amplitude. Avec ça, on peut voir l'évolution d'un signal dans le temps. Parce que maintenant, il est temps de parler de comment on encode réellement de l'information dans ces ondes. Pour transmettre des informations, il existe deux types de télémesures. Dans les deux cas, on va utiliser des ondes électromagnétiques pour transporter les données. Mais ce qui change, c'est comment on les encode dans ces ondes. Et c'est là qu'intervient la notion de signal. L'onde, c'est le support. C'est ce qui voyage de notre source jusqu'au récepteur. Le signal, lui, c'est la manière dont on module cette onde pour faire passer un message. En analogie, on transmet une valeur continue. En théorie, avec une infinité de valeurs après la virgule. Sauf que on vit dans le monde réel. Un monde avec plein de bruits parasites, d'imprécisions dans la mesure et de composants imparfaits. On a donc du bruit sur notre signal. Plus notre signal est faible, donc plus on est loin, plus le bruit a d'impact sur la valeur transmise. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on utilise principalement des transmissions numériques. Dans ces transmissions, on encode les valeurs en binaire avant de les transmettre, ce qui évite de perdre des informations. Et là, on a tout un arsenal de modulation à disposition. On peut moduler en amplitude, en fréquence et même en phase. Ah oui, la phase, j'en ai pas encore parlé. La phase, c'est le décalage dans le temps d'un signal périodique. Si vous prenez un signal sinusoïdal à fréquence fixe et que vous le déplacez d'une période, c'est toujours le même signal. Si vous le décalez d'une demi-période, par contre, il est inversé. Et comme un signal c'est périodique, on représente sa phase avec un cercle. Un angle dans ce cercle égale une phase. Un tour complet, c'est une période complète. Bref, pour l'instant, on est sur des trucs simples. Mais voilà, avec ces modulations simples, on a un débit plutôt faible. Le débit, c'est un des critères les plus critiques en télécom. C'est la quantité d'informations que vous pouvez transmettre par seconde. Et si vous avez une connexion internet, vous pouvez tout de suite vérifier votre débit. Il vous sera donné en mégabits ou en gigabits par seconde. Note au passage, ici on parle de débit, quantité de bits par seconde, pas de bande passante, la largeur de la bande de fréquence utilisée pour la transmission. Les deux sont souvent confondus et elles sont très liées, mais ce n'est pas la même chose. Pour augmenter ce débit, on va utiliser des modulations par symbole. Par exemple, le QPSK. Quand vous transmettez une info, vous savez à quelle fréquence vous voulez l'envoyer. Et à cette fréquence-là, vous pouvez combiner deux signaux sinusoïdaux en parallèle. Un sur l'axe I pour in phase, phase, l'autre sur l'axe Q, quadrature, en opposition de phase. En faisant la somme des deux, ça vous donnera un signal composé. Et comme vous connaissez précisément la fréquence à laquelle I et Q ont été émis, vous pouvez décomposer votre signal et les récupérer séparément à l'arrivée. Et ça nous permet de faire un truc très puissant. On passe d'une onde à une dimension dans le temps à une onde à un espace à deux dimensions. On a ajouté une dimension de possibilité pour nos valeurs. En combinant les deux signaux, vous pouvez placer un point n'importe où dans ce plan. On va commencer par y placer 4 points. Chaque point représente un symbole. Et chaque symbole encode 2 bits dans notre exemple. Ce point-là, c'est 0, 0. Celui-là, 0, 1. Ici, 1, 0. Et là, 1, 1.
L'avantage, me direz-vous? Eh bien, on peut plus que doubler le nombre d'informations transmises, sans augmenter ni la bande passante, ni la fréquence d'émission. Et on peut aller plus loin, beaucoup plus loin. On peut déjà ajouter plus de symboles sur le cercle. Puis on peut créer plusieurs cercles concentriques en jouant sur l'amplitude, ou même carrément faire un quadrillage complet sur l'espace IQ. Mais attention, plus on densifie les symboles, plus ils sont proches les uns des autres, et plus le bruit risque de causer une erreur. Et on peut pas juste augmenter l'amplitude indéfiniment, parce qu'on vit toujours dans le monde réel. En résumé, plus de symboles, ça veut dire qu'on transmet plus de données, donc plus de débit, mais moins de portée car le signal devient plus sensible au bruit. Même chose si vous élargissez la bande de fréquence. Vous étalez l'énergie du signal, donc vous finissez masqué sous le bruit. La moralité, c'est que c'est contradictoire de vouloir une grande portée et une grosse bande passante en même temps. Pourtant, dans une télémesure pour fusée, on aimerait bien avoir les deux. Une longue portée parce qu'on va très haut et qu'on s'éloigne vite, et une bande passante correcte pour transmettre un maximum de données par seconde. Et c'est là qu'entre en jeu le LoRa. Le LoRa ou LoRaWAN, ça veut dire Long Range Wide Area Network. À l'origine, c'est fait pour les objets connectés à très longue portée, dans les fermes, les stations météo ou les capteurs paumés au milieu des champs. Son petit frère, le LoRa, sans le WAN, reprend le même principe, mais en communication point à point, de la fusée vers la station de réception au sol directement. Ces petites puces ne consomment quasiment rien. Elles peuvent tourner des jours sur une pile, elles émettent à faible puissance, mais pourtant, elles atteignent des portées absolument monstrueuses. Le record absolu, c'est 823 km entre un ballon en 868 MHz et le sol en visée directe. Ces puces existent aussi en 433 MHz, et plus la fréquence est basse, plus la portée est grande. Mais on perd en débit, toujours le même compromis. Et vous allez me demander, mais comment ça marche? Comment elle peut transmettre aussi loin avec aussi peu de puissance? Eh bien, croyez-le ou non, elle utilise une technique contre-intuitive. Elle arrive à faire passer son signal sous le bruit. Et là, vous allez me dire, attends, c'est comme si j'étais à un concert de métal et qu'en chuchotant, j'arrivais à te parler à l'autre bout de la fosse? Oui, c'est impossible pour nous, mais pas pour la LoRa. Pour comprendre ça, on va revenir à notre spectre. Parce que le LoRa, lui, n'utilise ni changement de phase, ni amplitude. Il utilise le temps. Chaque symbole est un sweep, un balayage de fréquence. Et en fonction du décalage du sweep, on a un des 128 symboles qui peuvent composer une transmission LoRa. Le signal monte ou descend en fréquence, et c'est la forme globale dans le temps qui permet au récepteur de reconnaître le symbole. Comme le bruit est aléatoire et que le signal est long, la forme ressort naturellement, même si elle est sous le bruit. Ce paramètre, c'est ce qu'on appelle le spreading factor, ou le facteur d'étalement en français. Ah ouais, j'ai oublié un petit détail, mais on va peut-être éviter de tomber dans l'inégalité. Et pour ça, il va falloir faire un petit cours de radio amateur. Je vous ai dit qu'on pouvait pas balancer de la puissance dans tous les sens. Mais je vous ai pas dit pourquoi. Eh bien tout simplement parce que c'est interdit. Quand on regarde un spectre radio, on voit une belle série continue de plages de fréquences qui va jusqu'à l'infini. Mais pour éviter la cacophonie, et que tout le monde s'envoie des données sans se marcher dessus, il a fallu créer des règles très précises. Ainsi, dans les bandes libres, il y a la bande des 433.05 à 434.79 MHz, où on peut transmettre jusqu'à 10 mW, la bande des 868 à 869.2 MHz, où on peut transmettre jusqu'à 25 mW, et la bande du 869.4 à 869.65 MHz, où on peut envoyer le pâté et balancer 500 mW, sans oublier les bandes Wi-Fi, comme celles utilisées par certains XBee, 2,4 GHz, 5,5 GHz, etc. Bref, choisissez la bonne fréquence et la bonne puissance, ou préparez-vous à vous faire piquer par la NFR. Mais revenons aux paramètres. Le code complet est dispo en description. Installez bien la librairie LoRa.h et dans la fonction Begin, on va commencer par fixer la fréquence de travail sur 869.5 MHz. C'est celle qui nous permet d'envoyer le plus fort possible. Aussi, la puissance d'émission en sortie de la puce, ça se règle. Et selon la puce, vous pouvez monter jusqu'à 20 dBm, ce qui fait environ 100 mW pour ceux qui parlent en watts. Là, on a le fameux spreading factor, qu'on peut régler de 7 à 12, et sur Belly
Sama, on avait utilisé le spreading factor 8. Ici, on peut aussi régler la bande passante de 125 kHz, 250 kHz ou 500 kHz. Et on l'avait fixé à l'époque à 250 kHz. Ici, le preamble length, c'est la longueur du balayage de synchronisation envoyé au début de chaque transmission. Plus c'est long, plus le récepteur a de chances de le capter. Enfin, l'inversion IQ inverse la direction du balayage en fréquence. C'est super utile quand il y a plein de gens sur la même fréquence, comme au C-Space par exemple. Ou si vous voulez une communication full duplex, c'est-à-dire une communication dans les deux sens. Et voilà, maintenant que notre télém est bien paramétré, c'est-à-dire sur la bonne fréquence et à la bonne puissance, on va pouvoir lui faire dire quelque chose. Il faut commencer par tout poser à plat. Imaginez un schéma, pas un truc trop compliqué, juste une chaîne de gauche à droite, des appareils qui composent votre électronique. À l'origine, vos données viennent de capteurs. Ces capteurs transmettent ces informations à une carte expérience, directement ou indirectement par le biais d'une autre carte. La carte expérience s'occupe de traiter et de stocker les données dans une carte SD le plus rapidement possible et de construire et envoyer une trame à votre télém. Ah oui, au fait, c'est quoi une trame? Votre expérience, pour envoyer ces données, va les rassembler avant de les transmettre à la télém. On appelle ce rassemblement une trame. C'est l'ensemble des informations que votre télém va envoyer d'un coup à chaque transmission. Une trame, c'est donc une suite de 0 ou de 1 regroupée en octets de 8 bits. À première vue, cette série d'octets ne représente rien, mais en réalité, vous avez plusieurs informations qui sont encodées de manière différente sur un nombre différent d'octets. Si vous voulez sauvegarder des entiers, vous pouvez les envoyer sous forme int8 avec 8 bits, donc 1 octet, ou int16 pour 2 octets et int32 pour 4 octets. Pour les chiffres à virgule, on peut utiliser des floats. Ils sont stockés sur 32 bits, donc 4 octets. Mais il existe aussi des half floats sur 16 bits, donc 2 octets. Vous avez aussi des booléens, qui en théorie sont censés être sur 1 bit. Mais attention, l'Arduino les traite comme s'ils étaient sur 8, donc il faut faire des fonctions spéciales si vous voulez optimiser. Au début et à la fin, vous pouvez utiliser des séries d'octets spéciaux pour indiquer le début et la fin de la trame. Maintenant qu'on a vu comment on va transmettre les informations, on a encore deux choix pour connecter l'expérience à la télém. Soit vous la connectez directement au module LoRa, soit vous ajoutez une carte dédiée à la télém type Arduino Nano pour utiliser un autre protocole de communication, par exemple via un bus I2C. Petit rappel, les trames I2C sont limitées en taille. Il faudra donc parfois reconstruire le message complet dans le microcontrôleur avant de l'envoyer à la puce LoRa. Si vous voulez vous simplifier la vie, et je vous le conseille, il existe des cartes avec des modules LoRa intégrés, comme les ESP32 SX1262. Sinon, comme moi, vous pouvez utiliser une puce LoRa dédiée, comme la RFM95W, qui transmet entre 862 et 1020 MHz. Vous aurez juste besoin de la relier comme indiqué sur la datasheet. Voici comment j'ai connecté ma puce directement sur un PCB que j'ai conçu avec ICAD. Attention, la configuration peut changer pour la même puce en fonction des fournisseurs. J'ai ajouté des ponts diviseurs, parce que l'Arduino Nano communique en SPI 5V, alors que la puce LoRa est en 3V3. Ce qui n'est peut-être pas nécessaire, mais je préfère assurer le coup. Et le MISO étant un signal de la puce vers l'Arduino, pas besoin de pont diviseur pour cette liaison. Pour l'alimentation, j'utilise un régulateur 3V3 linéaire, avec 2 kappas. Un buck converteur peut suffire, mais attention, s'il génère trop de bruit, il va ruiner votre signal. Pour la sortie antenne, j'utilise un connecteur SMA, comme ceux du Wi-Fi. Important, ne placez pas le plan de masse sous la piste du signal. Aussi, attention aux connecteurs UFL ou URM. Ils sont trop fragiles. Préférez un SMA solide, compatible avec un câble coaxial pour brancher votre antenne où elle captera le mieux. Et surtout, le carbone et l'aluminium, ça bloque les ondes. Donc autour de votre antenne, uniquement de la fibre de verre, du plastique et surtout pas de métal. Sinon vous allez finir comme les complotistes, un peu zinzin avec du papier alu sur la tête et vos capteurs rien du tout. C'est pour la science. Dès que le signal quitte la puce, il commence à se dégrader. Chaque centimètre de piste, chaque soudure, chaque câble, ça prend un peu de puissance et ça rajoute du bruit et des échos. Donc le chemin puce-antenne, il doit être le plus court possible, le plus droit possible, le plus propre possible sur tous les soudures, car même avec un bon câble coax, ça mange un peu, donc minimisez les longueurs. Côté sol, on fait simple. Le récepteur est connecté à une Arduino Uno, qui est lui-même connecté en USB sur un long câble ou un hub USB jusqu'à un PC. Ça fait un bon poste de réception des portées du PC. Attention, n'allumez jamais votre LoRa sans antenne.
sinon elle peut cramer direct. Et même si ça coûte pas cher, vous allez devoir tout recommencer. Et une fois que le signal part de votre antenne, il va très rapidement faiblir. Il se diffuse dans toutes les directions. S'il rencontre des nuages, de la pluie ou des feuilles, il se fera diffracter, absorber, disperser. Petite piqûre de rappel, les ondes radio ne traversent pas le sol. Donc si votre fusée atterrit derrière une colline, pas de ligne de vue directe, vous allez recevoir que des réflexions si vous avez de la chance. C'est pour ça qu'à la réception côté sol, on sort la grosse artillerie, une antenne Yagi. C'est une antenne directionnelle qui capte environ 10 fois plus fort, 10 dB, dans un cône de 30 degrés autour de son axe. Rappelez-vous, au début de la vidéo, on avait comparé les antennes à des lampes. Certaines lampes diffusent leur lumière dans toutes les directions, d'autres concentrent leur faisceau. Eh bien ça marche aussi à la réception, car une antenne ne fait pas que voir partout, elle peut aussi écouter mieux dans une direction précise. Plus vous concentrez le faisceau, plus vous captez fort. Le meilleur exemple, les antennes paraboliques et surtout les Yagi. Ces antennes sont faites pour concentrer le signal venant d'une direction. Les Yagi, c'est celles qu'on voyait autrefois sur les toits des maisons. Enfin, dans les films, parce que la télé hertzienne aujourd'hui, c'est mort. A l'inverse, une antenne droite, juste une tige, émet en forme de tore, un donut quoi. Si vous la pointez vers le récepteur, vous recevrez quasiment rien. Mais sur une fusée, c'est pas forcément un problème. Si votre station sol est placée sur le côté de la trajectoire, vous pourrez profiter du côté du donut et gagner un petit bonus de 3 dB, ce qui n'est pas négligeable. Bref, on n'a pas le droit de transmettre plus fort, mais on a le droit d'écouter très fort. Et comme on n'a pas de contrainte de place, on peut se faire plaisir. C'est d'ailleurs pour ça que les antennes au sol de la NASA sont géantes. Les sondes, elles ont des mini-antennes. Mais au sol, pas de limite, sauf le budget. Et comme à la NASA, une bonne station sol peut servir pour plusieurs fusées et pendant des années sur plusieurs campagnes. Donc si vous devez investir quelque part, investissez là. Elle vous servira toujours et vous risquez pas de la perdre. Maintenant qu'on a vu tout le chemin du signal, parlons d'un outil très utile pour vérifier si votre transmission a une chance d'arriver jusqu'au sol. Le bilan de liaison. On peut le calculer avec des formules bien connues. Et dans le cas du LoRa, c'est assez pratique, parce qu'on connaît bien les environs de la sensibilité minimale du récepteur. Mais rien ne vaudra jamais un bon gros test en conditions réelles, sur le terrain, avec vos vraies antennes, dans un vrai environnement, et les galères associées. Une fois que vous avez fait tout ça, vous devez vérifier que ça fonctionne. Il n'est pas rare qu'on ait de très mauvaises antennes, et les tester c'est important. Même si vous avez pris la peine de faire un bilan de liaison, rien ne vous dit que votre antenne Amazon ou AliExpress est bonne ou pas défaillante. On va donc devoir vérifier nous-mêmes. Déjà, vous allez commencer par estimer la distance maximale à laquelle vous allez être de votre fusée. Ensuite, vous allez jeter un œil aux cartes des élévations dans votre coin, sur Géoportail par exemple. Et avec l'aide de Google Street View, vous cherchez deux endroits avec vue l'un sur l'autre à la bonne distance. Pour prendre en compte les problèmes de météo, je vous conseille de prendre un peu de marge sur votre distance pour être sûr que ça marchera le jour J. Ensuite, vous faites deux équipes et vous communiquez avec votre téléphone pour tester et trouver les meilleurs paramètres de votre TLM et vérifier sa performance réelle. Et ben, on capte avec cette télémétrique 800 MHz. Et une seconde fois avec tout le système d'intégrer dans votre fusée et alimenter. Car votre fusée, si elle a du métal ou de l'électronique, elle génère aussi du bruit et ça peut influer. Vous pouvez utiliser la fonction paquet RSSI du côté du récepteur pour mesurer le gain de réception à l'entrée de votre puce. Plus cette valeur s'approche de -110 ou -120, plus vous êtes proche de ne plus rien recevoir du tout. Voici ce que ça donne avec un vrai analyseur de spectre. Ok, vous avez la TLM, elle fonctionne, elle transmet et vous la recevez. Mais on en fait quoi maintenant ? Parce que recevoir les trames LoRa, c'est bien. Les lire, les afficher, les enregistrer, c'est encore mieux. Pour ça, j'ai deux solutions à vous proposer. Et la première, c'est Visueye. C'est un logiciel en Java utilisé sur le vol de Belisaba. Il vous permet de sélectionner un port série, définir les types de données à chaque index de trame, et de tout afficher en live dans une interface personnalisée. Et le tout est enregistré en brut, juste au cas où. Il fait le job, il est stable, léger et pensé pour ce type d'usage. En bonus, c'est open source.
Et sinon, pour ceux qui aiment mettre un peu les mains dans le cambouis, j'ai commencé à bosser sur un projet en Python. L'idée, brancher plusieurs stations en même temps, enregistrer toutes les données reçues dans une base InfluxDB et les visualiser avec Grafana, avec évidemment une sauvegarde en brut aussi au cas où. Et peut-être un jour un affichage en 3D. Mais pour l'instant, uniquement un affichage sur Grafana. Grafana, c'est une solution super souple avec une interface stylée que vous pouvez customiser à l'infini. Mais je vous préviens tout de suite, pour l'instant, ce projet Python, c'est pas du tout plug and play. Le projet est en cours, il fonctionne, mais il faudra mettre un peu les mains dedans pour le faire fonctionner. Si ça vous branche, les liens des deux projets sont dans la description et je vous ferai une petite vidéo bonus de présentation. Maintenant, vous avez une Telem qui fonctionne. Vous l'avez testée et vous êtes capable de visualiser et d'enregistrer les données que vous recevez. Vous devez vous dire que c'est tout bon, tout va rouler. Eh ben non, c'est pas encore fini. Vous êtes encore à 2 doigts de tout ruiner. Comme toujours, Nils. Ah bah c'est bien Nils, super pour l'appareil photo. T'es vraiment un sale petit Une Telem, c'est capricieux, genre très capricieux. Et c'est très susceptible, surtout quand vous la mettez en œuvre. Il va donc falloir que je vous conseille là-dessus si vous voulez pas que tous vos efforts aient servi à rien. Sachez qu'un rien peut tuer votre Telem. J'ai déjà cramé une puce juste à cause d'un déo. Oui, un déodorant en alu. Posé sur le bureau. Le signal s'est réfléchi et a été envoyé en plein dans la face de l'amplificateur. Il se passera la même chose si vous ne branchez pas l'antenne, ou si une soudure sur le chemin de l'antenne a mal pris ou a cédé, ou si vous faites trop chauffer la puce pendant l'intégration au PCB. Bref, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'allumer le moins possible votre Telem qui fonctionne déjà. Interrupteur sur off, vous touchez le moins possible à la Telem et vous la laissez telle quelle. Et justement, en parlant d'interrupteur, vous avez une règle dans le cahier des charges qui vous oblige à pouvoir couper la Telem à tout moment. Et attention, on parle bien de couper la carte ou la puce, pas de débrancher l'antenne. Comme on vient de le voir, c'est le meilleur moyen de tout griller. Un bon mois avant le C-Space, le temps de pouvoir tout recommencer, refaites un test complet, juste pour vous rassurer. Ensuite au C-Space, après le transport, vous faites un petit test, et évidemment vous refaites pareil durant le, ou plus probablement les nombreux vols simulés que vous ferez en qualification. Parlons un peu d'un truc super important, la chronologie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la chronologie, c'est la checklist complète pour mettre en œuvre une fusée. Sur une fusée simple, la chronologie c'est charger les batteries, aller en rampe, tout allumer. Mais si vous avez une Telem, vous allez avoir besoin d'un PC, d'une antenne, d'un trépied, d'une table, et dans notre cas, d'un onduleur, parce qu'on voulait avoir l'autonomie pour faire un live. Et je pense que vous vous rendez bien compte que tout de suite, tout devient rapidement plus compliqué, surtout en vol simulé. Bon, avec tout ça, faut réussir à pas oublier la fusée. Une fois en zone de lancement, c'est loin d'être fini. C'est même plutôt le début. Vous devez charger tout dans le camion en vous assurant de rien oublier. Vous installez la fusée en rampe, et pendant ce temps, une équipe court à la tente Jupiter pour installer la station sol. Une fois que tout est câblé et prêt, vous allumez la fusée et vous vérifiez que vous captez bien la Telem. Au final, votre chronologie, elle va plus ressembler à un roman qu'à une liste. C'est la vraie chrono de Bellissama. Et comme vous allez avoir besoin de beaucoup de matériel, je vous conseille de faire une liste de tout ce que vous devez prendre pour ne rien oublier et savoir exactement dans quel sac ou emplacement ce que vous avez besoin est stocké. Gros conseil pour bien écrire votre chronologie et votre liste. Faites plusieurs répétitions complètes avant le C-Space et notez absolument tout. Du branchement des câbles, câble par câble, une connexion par câble, de l'installation sur la table, en passant par l'allumage, la Telem, la liste de matériel, bref, absolument tout. Répétez autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous puissiez la faire en stress, dans le vent et sous la pluie. Parce que c'est exactement ce que vous allez ressentir le jour J. Parlons du jour J, une fois que vous aurez allumé votre Telem en rampe avec la station sol d'activer, c'est là que vous verrez si elle fonctionne vraiment dans les conditions d'un lancement. Et à ce moment-là, si elle marche pas, moi perso, je laisse telle quelle. Peut-être que c'est la structure en métal de la rampe qui bloque le signal, peut-être qu'on retrouvera le signal de décollage, peut-être pas. Mais c'est trop tard pour paniquer de toute façon. La télémesure, c'est un jeu avec beaucoup de risques et très peu de résultats. Alors vous avez intérêt de bien la tester et de la rendre la plus robuste possible, pour mettre toutes les chances de votre côté. Pour finir, je dirais qu'une Telem, c'est comme un nouveau-né. C'est beau, complexe, fragile, c'est chiant, ça marche jamais et c'est terrifiant parfois. Mais quand vous l'aimez,
vous en prenez le plus grand soin. Voilà, c'était un rétexte de 4 ans, profitez-en. Et je sais que ça va vous paraître ironique, mais mon dernier conseil, c'est de faire en sorte que vous vous amusiez un maximum avec votre Telem. À chaque fois que j'arrivais à faire fonctionner la Telem, je pouvais pas m'empêcher de penser à la citation d'Albert Einstein. Des actions bizarres à distance. Quand Einstein a dit ça, il parlait de l'impossibilité que les atomes puissent s'intriquer entre eux. Et c'est très ironique, car au final il avait tort. Et aujourd'hui on commence à utiliser ce genre d'intrication pour transmettre des informations. Quand j'arrive à faire fonctionner une Telem à distance, je m'imagine exactement la même chose. Je suis moi, un petit humain, en train de transmettre des actions bizarres à des distances gigantesques. Moi ce qui est sûr, c'est qu'avec cette nouvelle Telem et toutes les vidéos qui arrivent bientôt, dans 4 ans, hein, je vais bien m'amuser. La prochaine vidéo, ce sera soit sur les PID et le contrôle de roulis, soit un épisode de Minutes dans le ciel, spécial IPSA. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a eu quelques changements. J'adore le nom Taranis, le nom de ma première vraie fusée, qui est écrit Taranis sur le portefeuille, parce que c'est un cadeau d'un de mes meilleurs potes. Donc si vous le voulez, et que vous le pouvez, vous pouvez me filer un coup de main en m'aidant sur Tipeee. Parce que soyons clairs, cette caméra coûte presque 1 millier d'euros. Cette fusée, un bon demi-millier. Et cet atelier, c'est mon loyer. Et aujourd'hui, je fais tout ça avec un taf à plein temps à côté, je tiens la chaîne, les vidéos, les projets et la vie normale. Donc le but, c'est d'apporter un vrai coup de pouce à la chaîne. Et un jour peut-être, me payer un monteur pour sortir des vidéos plus stylées, plus souvent et pas tous les 4 ans. Et soyons honnêtes, au début ça suffira pas. Ça n'est pas un appel aux dons. Je vous le jure, j'arrêterai jamais de faire ça. J'en suis intimement convaincu. Mais si vous voulez voir ces vidéos sortir plus souvent que tous les 4 ans, même quelques euros peuvent m'aider à payer les monteurs, le matériel et les artistes 3D. Et ça permettrait de faire exploser la qualité et la cadence. Merci pour votre attention, merci pour votre soutien, et à bientôt pour la suite des trucs qu'on envoie tous ensemble, au plus près des étoiles.